Allez, on est en live. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire Développer son intelligence émotionnelle à l'ère de l'IA. Nous allons démarrer donc une heure ensemble où on va traiter ce sujet de l'intelligence émotionnelle à l'ère de l'IA. Vous n'êtes pas passé à côté, l'IA est absolument partout. Et pour ma part, je suis donc Clémence Martin, coach et formatrice depuis 7 ans. J'ai passé 12 ans auparavant dans les médias et ensuite je me suis reconvertie. Et Meltis Formation, eh bien, cela fait 25 ans que Meltis existe en tant qu'organisme de formation sur le domaine des soft skills, du management. On a été en 2023 racheté par Neoma Business School, donc on est filiale de Neoma Business School depuis 2023, à votre service pour aborder ces sujets complexes de l'intelligence émotionnelle et on va le définir ensemble. Vous avez à votre disposition un chat, voilà, que je suis en train d'ouvrir d'ailleurs. Super, je vois des bonjours, merci à vous. Ce webinaire sera aussi disponible en replay. Et puis, on a Marine avec nous, Marine de Meltis, qui est avec nous en backup et qui va, vous allez le voir, lancer des sondages. Ça va être très interactif. On va vous demander de répondre via des sondages et puis aussi, surtout à tout moment, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Eh bien, c'est parti donc pour une heure sur ce sujet de l'intelligence émotionnelle. Alors, la première chose qu'on va quand même faire ensemble, eh bien, c'est en effet de définir qu'est-ce que c'est que l'intelligence émotionnelle. L'objectif, ça va être de mettre des mots sur cette compétence qui est une soft skills, une compétence douce. Vous allez voir qu'elle est profonde et complexe. L'idée de cette heure, c'est vraiment que ce soit pragmatique et vous allez pouvoir acquérir en une heure, eh bien, oui, des outils concrets pour développer votre intelligence émotionnelle. Savoir intégrer l'IA et la dimension humaine, et oui, il n'est plus question de faire sans l'IA, sans l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est partout. Et pour autant, ça serait un écueil que de mettre de côté la dimension humaine en se disant finalement, on n'en a plus besoin. Vous allez voir que, en fait, plus il y a de l'intelligence artificielle et plus l'intégration de la dimension humaine, elle va être nécessaire et essentielle. Le but avec l'intelligence émotionnelle, quand on est manager, quand on a une équipe, vous allez voir que finalement, ça nous permet de mieux engager, de mieux accompagner nos équipes. Ce sont des leviers invisibles et pour autant extrêmement efficaces. Et puis, on va même plus loin parce qu'en fait, l'intelligence émotionnelle, eh bien, ça vous permet de développer un impact stratégique. Et oui, parce qu'il ne s'agit pas d'être juste leader, mais un leader d'exception, eh bien oui, ça passe par l'intelligence émotionnelle. Pourquoi? Parce que vous l'avez vu, on le ressent tous, on est dans un monde VICA, volatile, incertain, complexe, ambigu. Et donc finalement, face à cette complexité, oui, il y a beaucoup de choses à faire, comme prendre des décisions, remotiver, on le voit aussi dans le contexte aujourd'hui, retenir les talents, mais aussi créer cette cohésion d'équipe. Tout ça, eh bien, on va pouvoir le faire grâce à l'intelligence émotionnelle. Alors, je vous l'ai dit, c'est une heure qui va être extrêmement pragmatique parce que oui, on va vous proposer à peu près la moitié du webinaire de faire votre autodiagnostic. On vous a mis normalement un PDF que vous avez pu, je l'espère, imprimer en amont de ce webinaire. Si ce n'est pas fait, eh bien, je vous invite à le faire maintenant. Vous pouvez donc lancer l'impression de cet autodiagnostic qui va vous permettre de vous évaluer sur votre quotient émotionnel, donc évaluer votre intelligence émotionnelle. Je vous l'ai dit, on va être très pragmatique et très concret sur ce webinaire. Je pose la question à Marine, est-ce que peut-être tu as des questions dans le chat en ce début de webinaire et puis ensuite je vais continuer. Est-ce que tout le monde a pu imprimer son autodiagnostic? N'hésitez pas à me le dire, à nous le dire. Voilà, je pose la question à Marine parce que là, j'ai pas accès au chat, alors je vous pose en même temps, je regarde. Hop, ça a l'air d'aller, super, pas de questions, eh bien, génial. Je vois que vous êtes en train de l'imprimer potentiellement. Alors, dans le chat, on me dit où est le document. Peut-être, Marine, peux-tu le redéposer dans le chat? Tac, voilà, je te laisse, Marine, peut-être renvoyer donc le document, cet autodiagnostic.
Si vous n'avez pas pu l'imprimer, eh bien, on pourra le faire quand même avec une feuille sur papier libre, mais c'est sûr que ça serait plus simple si vous aviez, eh bien, le document. Voilà, je vois plein de questions dans le chat, donc Marine, je te laisse en effet, peut-être, voilà, voir comment il est possible d'intégrer ce document PDF à imprimer. Peut-être dans le chat, normalement, il y a une petite flèche, pour le faire. Donc, hop. Donc, pendant que vous êtes en train peut-être de télécharger, je l'espère, ce document, cet autodiagnostic, eh bien, je vais commencer parce que oui, on n'a qu'1 heure ensemble. Vous allez voir, ça va passer très, très vite. Alors, c'est un webinaire interactif. On va donc lancer un premier sondage. J'avais envie de vous poser cette question. Allez, on va partir sur une estimation. Savez-vous combien de fois en moyenne nous consultons notre téléphone par jour? Combien de fois en moyenne, ce petit outil-là, ce smartphone que nous avons tous entre les mains, jamais très loin, n'est-ce pas, qui occupe beaucoup notre attention. Eh bien, la question, c'est combien de fois en moyenne consultons-nous notre téléphone par jour? Tac. Alors, le sondage, je regarde en même temps. Combien de fois? Allez, j'ouvre les votes. Hop, super, il est en cours. Combien de fois consultons-nous notre téléphone par jour? Et oui, ça prend beaucoup, beaucoup de place, le téléphone. Et on avait envie de vous poser la question parce que vous allez voir, on va faire le lien avec notre sujet. Évidemment, l'intelligence émotionnelle à l'ère de l'intelligence artificielle. Savez-vous combien de fois en moyenne nous consultons notre téléphone par jour? Allez, le suspense est intense. Je vous donne la réponse. 205 fois. 205 fois par jour. Voilà, c'est une enquête qui date de 2024 qui a prouvé qu'aux États-Unis, eh bien, les Américains vérifient leur téléphone pour voir s'ils n'ont pas une notification. Ça veut dire toutes les 5 minutes, une fois réveillés. Toutes les 5 minutes, une fois réveillés, c'est énorme. Donc, voilà, ça nous donne déjà un premier critère que l'on va mettre en relation avec, eh bien, ma question suivante. Savez-vous combien d'émotions nous traversent quotidiennement? Allez, je laisse Marine lancer le prochain sondage, puisque là, pareil, on va vous poser la question. Par combien d'émotions sommes-nous traversés quotidiennement? Une petite estimation dans le chat, vous avez un sondage avec un QCM, donc des réponses à choix multiples. Combien d'émotions nous traversent quotidiennement? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Eh bien, je vous la pose aujourd'hui. Roulement de tambour. Et oui, jusqu'à 400. On aurait entre 300 et 400 émotions qui nous traversent chaque jour. Donc, c'est une étude de la Yale University qui montre que, eh oui, nous avons jusqu'à 400 micro-variations émotionnelles chaque jour. Elles peuvent durer quelques secondes seulement, comme une émotion peut durer plus longtemps. Vous savez comme moi que une contrariété au travail ou personnel peut rester en nous plusieurs jours. Et en même temps, on a des micro-variations émotionnelles chaque jour jusqu'à 400. Donc, premier constat, déjà qu'on trouvait qu'on vérifiait souvent notre téléphone toutes les 5 minutes, eh bien, en fait, on est à un nombre bien plus élevé de micro-émotions chaque jour. Donc, c'est même le double. Donc, on a tout intérêt à s'intéresser à ces micro-émotions qui nous traversent parce qu'il y a forcément des conséquences. On va le voir après. Allez, je continue avec encore une nouvelle question. Combien de personnes utilisent une IA générative chaque jour dans le monde? L'IA est partout. Alors, dites-nous combien de personnes utilisent une IA générative chaque jour dans le monde? Je vois que vous êtes en train de voter. Voilà, super. Vous avez fait aussi dans le chat des estimations. C'est parfait. Combien de personnes utilisent une IA générative chaque jour dans le monde? Eh bien, on est entre 115 et 180 millions de personnes.
Voilà, c'est énorme. On n'est pas encore sur la population mondiale globale, mais voilà, c'est vrai qu'on a vu un mouvement, une vague, une déferlante IA qu'on ne peut ignorer, qui est absolument partout. Et c'est pour nous, pour nous, Meltis, et aussi voilà, nous qui nous intéressons à ces comportements humains, c'est une occasion, cette IA qui est partout, c'est une occasion de véritablement s'intéresser en profondeur à l'intelligence émotionnelle. Pourquoi? Mais parce que, vous allez le voir, on ne pourra plus faire sans. Et l'IA, on va le voir aussi, n'est pas la réponse à tout. Et donc, en effet, chaque jour, nous avons accès à des millions d'informations grâce à l'IA. Pendant des siècles, l'accès à l'information était plutôt cloisonné. Aujourd'hui, eh bien, c'est complètement ouvert. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est l'accès à l'information est-il toujours une solution? En gros, est-ce que l'IA résout tous nos problèmes? Parce qu'on pourrait dire, c'est bon, on a l'IA maintenant, plus de problèmes, la vie va être absolument parfaite et merveilleuse. Bon, là, vous vous doutez de la réponse. En effet, l'IA ne résout pas tous nos problèmes. Est-ce que l'IA est capable de remotiver un collègue en crise de sens? Est-ce que l'IA est capable de capter un silence qui en dit long en réunion? Est-ce que l'IA est capable de manager une équipe fatiguée? Est-ce que l'IA est capable de comprendre finement les dynamiques d'un collectif? On l'a dit, nous sommes traversés par 400 émotions chaque jour. Et donc là, je vais vous inviter individuellement, en introspection, à vous poser cette question. Suis-je capable d'identifier finement ces 400 émotions? Est-ce que quand je suis traversée par ces micro-émotions, est-ce que je suis capable de les identifier? Les émotions, on va dire, celles que j'évoquais tout à l'heure, par exemple une contrariété qui va nous durer plusieurs jours, ça, on l'identifie a priori. Maintenant, ces micro-émotions qui sont très furtives, est-ce qu'on arrive à les identifier? Est-ce qu'on est conscient du processus émotionnel par lequel nous sommes traversés quotidiennement? Est-ce qu'on est capable d'empêcher que ces micro-émotions aient un impact sur ma communication? Et oui, parce que quand je suis traversée par une micro-émotion, cela va colorer ma communication. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que je suis capable d'éviter que ces 400 émotions me fassent prendre des mauvaises décisions? Et là, on est dans le cœur du sujet. Pourquoi s'intéresser à l'intelligence émotionnelle? Pour de multiples raisons, mais là, il y en a deux qui sont très importantes, vous le savez comme moi, en entreprise. C'est comment je communique et quelles décisions je prends. Alors, encore une question, je vous ai dit, c'est interactif. En combien de temps, à votre avis, combien de temps se déclenche une émotion? Combien de temps met, pour une émotion, quand elle arrive, elle met combien de temps pour finalement débouler, j'ai envie de dire, à l'intérieur de nous? Eh bien, c'est très rapide, c'est 12 millisecondes. Et là, on aborde un sujet que les neuroscientifiques connaissent bien, c'est que notre cerveau a deux vitesses. On a le néocortex, qui est notre cerveau rationnel, qui lui fait la force de l'être humain. Nous avons le néocortex le plus développé sur cette planète. Et en même temps, notre néocortex est plus lent. Parce que ces 12 millisecondes, elles proviennent d'où? Elles proviennent du cerveau limbique qui est beaucoup plus rapide. Et donc, cette rapidité, elle nous échappe. Elle nous échappe et c'est aussi pour ça que ces 400 émotions, on n'en a pas forcément conscience. Parce que notre néocortex n'a même pas le temps finalement de le mettre en conscience et de le conscientiser. Allez, on continue. Encore une question. À votre avis, quel pourcentage de nos décisions est guidé par nos émotions plutôt que par la raison? Quel pourcentage de nos décisions est guidé par nos émotions plutôt que par la raison? Est-ce que vous connaissez le chiffre? Je regarde en même temps vos réponses. Quel pourcentage de nos décisions est guidé par nos émotions plutôt que par la raison, à votre avis? Allez, j'affiche la réponse. 70%. 70%
de nos décisions, pardon, sont drivées par nos émotions. Donc là, on est sur une étude, hein, de Gallup, qui nous dit qu'en effet, 70 de nos décisions sont basées sur des facteurs émotionnels et donc il y a seulement 30 qui sont basés sur des facteurs rationnels. Alors le marketing connaît bien ce chiffre parce qu'en effet, hein, les achats, les compulsions d'achat sont principalement pour des raisons émotionnelles. Mais transféré, à l'entreprise, au management, eh bien, si on s'intéresse finement à ce qui fait que nous prenons une décision plutôt qu'une autre, ce qui fait que nous nous comportons d'une certaine manière plutôt que d'une autre manière, eh bien, on verra qu'il y a toujours un socle émotionnel. Et on va même encore plus loin avec cette slide parce que, en réalité, sans nos émotions, nous ne serions tout simplement pas capables de décider. Pavé dans la mare. Sans nos émotions, nous ne serions tout simplement pas capables de décider. Et oui, on croit qu'il faut absolument avoir que du rationnel pour décider, mais en réalité, ce sont nos émotions qui nous permettent de décider. Et ça, c'est Antonio Damasio qui l'a démontré avec un ouvrage que vous connaissez peut-être, L'erreur de Descartes, écrit en 1995. Et qu'est-ce qu'a fait Antonio Damasio? Il est allé chercher des patients qui avaient subi des lésions au niveau donc, du cerveau responsable du traitement émotionnel, donc au niveau du cerveau limbique. C'est des patients qui avaient soit été accidentés, soit qui étaient nés avec des malformations. Et qu'est-ce qu'il a pu constater? Eh bien que ces patients avaient conservé toutes leurs facultés intellectuelles, celles du néocortex, donc mémoire, logique, raisonnement. En revanche, ce qu'il a pu observer, c'est quoi? Ils devenaient incapables de prendre la moindre décision dans leur vie quotidienne. Donc nos émotions, c'est pas accessoire et c'est pas allez, je mets mes émotions de côté et puis tout va bien aller. Non, en fait, nos émotions, il s'agit de les apprivoiser, de les mettre en conscience. Pourquoi? Parce que sans elles, tout simplement, on ne peut pas prendre de bonnes décisions. Ou alors, eh bien, on va prendre des décisions à notre insu, c'est-à-dire qu'en fait, on va se laisser driver, guider, balloter par nos émotions. Donc, finalement, là, ce qu'on est en train de se dire, c'est que développer sa conscience de soi émotionnelle, ce qu'on est en train de faire là ensemble, c'est pas accessoire, c'est un avantage stratégique et c'est essentiel. Pourquoi? Eh bien, pour décider avec plus de clarté, pour communiquer avec plus de justesse et puis aussi pour manager avec plus d'impact. Donc, pour résumer ce qu'on vient de se dire, l'enjeu n'est pas l'information. L'information est accessible partout. L'enjeu, c'est la conscience émotionnelle avec laquelle nous recevons et interprétons cette information, n'est-ce pas? Et puis aussi, ce que nous en faisons. Que faisons-nous de cette information à laquelle nous avons accès et comment nous la traitons et comment aussi nous nous comportons dans nos relations interpersonnelles. Allez, encore une petite question. Quelle est la forme d'intelligence de l'IA? On va définir les choses. Hein, on se parle d'intelligence émotionnelle depuis tout à l'heure. Alors, essayons de définir, mettons un adjectif après intelligence. Quelle forme d'intelligence est l'intelligence émotionnelle? Allez, je suis en train de regarder en même temps. Je fais un petit arrêt sur image dans le chat pour voir si tout va bien. Tac. Est-ce que ça fonctionne? Voilà, je vois des messages. Super. Quelle est la forme d'intelligence de l'intelligence artificielle? La réponse dans quelques instants. Comme je n'ai pas de message dans le chat, voilà, je me dis que tout va bien. Surtout, n'hésitez pas à me faire des messages. Quelle est la forme d'intelligence de l'intelligence artificielle? On est sur une intelligence cognitive. D'accord? On est sur une intelligence cognitive. L'intelligence cognitive, scoop, ce n'est pas la seule intelligence à laquelle nous avons accès. On va définir cette intelligence cognitive. Qu'est-ce que c'est? C'est la capacité à raisonner. C'est la capacité à analyser. C'est la capacité à mémoriser. C'est la capacité à apprendre. Vous voyez que notre monde
à hyper valoriser cette intelligence cognitive. Et oui, on est dans une ère où finalement, on ouvre aussi la porte à d'autres formes d'intelligence. Ces autres formes d'intelligence, on va un petit peu les nommer ensemble. L'intelligence relationnelle, hein, c'est vraiment cette capacité à créer du lien, à être en relation avec les autres. L'intelligence situationnelle, c'est cette capacité à s'adapter aux situations, au contexte extérieur. L'intelligence collaborative, la capacité à bien travailler ensemble pour être effectif et performant. L'intelligence créative, qui consiste à trouver des solutions qui n'existaient pas encore, à être innovant et à faire avancer les choses. L'intelligence pratique, pragmatique, hein, qui consiste à être vraiment dans cette notion pragmatique de la réalité. Et bien sûr, on est ensemble pour aborder plus spécifiquement l'intelligence émotionnelle. Alors laissez-moi vous afficher le nom du père de l'intelligence émotionnelle. Donc le père de l'intelligence émotionnelle, eh bien c'est Daniel Goleman. Voilà, ça fera toujours bien dans les dîners mondains, hein, si vous avez envie de faire du name dropping. Daniel Goleman, c'est le père, c'est le premier qui a parlé d'intelligence émotionnelle. C'était aussi en 1995. Et puis, je vous affiche à l'écran un de ses ouvrages qui est donc l'intégrale de l'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce qu'il a démontré, Daniel Goleman? En 1995, en fait, il a démontré quoi? Que l'intelligence humaine ne se réduisait pas à l'intelligence cognitive. C'était extrêmement subversif en 1995. Vous voyez qu'il s'est quand même passé plus de 30 ans. Bon, on est encore au balbutiement finalement de cette découverte. Et l'ouvrage qui aussi lui a permis de un petit peu réveiller son époque, finalement, son ouvrage s'intitulait voilà pourquoi le quotient émotionnel est plus important que le quotient intellectuel. Ce qu'il nous dit Daniel Goleman, c'est que le quotient intellectuel qui mesure donc l'intelligence cognitive, le quotient intellectuel mesure l'intelligence cognitive. Le QI mesure l'intelligence cognitive. Il nous dit que ça ouvre une porte, mais que l'intelligence émotionnelle va décider de ce que vous faites une fois à l'intérieur. Daniel Goleman l'a démontré, il a suivi notamment des enfants précoces avec un QI élevé. Il les a suivis sur plusieurs années. Et ça a été démontré, malheureusement, ce n'est pas parce qu'on a un QI élevé qu'on va avoir une vie épanouie, une réussite professionnelle ou encore une vie familiale épanouissante. Malheureusement, ou heureusement, parce que comme ça nous permet de dire que ça n'est pas le seul critère, en réalité, la réussite, puisque là, notre sujet, c'est quand même plutôt au travail, le QI explique environ seulement 20% de la réussite au travail. Seulement 20%. Les 80 autres pourcents reposent sur nos compétences émotionnelles, qu'on va définir ensemble, mais que là, on vous a présenté rapidement sur cette slide. Et c'est cette idée aussi de ne pas être seulement leader, mais leader exceptionnel. Mais pourquoi, vous allez me dire? Mais pour les équipes, pour que les choses fonctionnent. Et puis le cadeau aussi de l'intelligence émotionnelle qu'on développe au travail, c'est que bien sûr, il y a des vases communicants avec la vie personnelle. Ça n'est pas cloisonné. Donc on a tout intérêt à développer cette intelligence émotionnelle. Alors, c'est le moment où ça devient concret, d'accord? On est dans les temps, c'est parfait. Je vous ai dit, vous allez repartir vraiment avec des outils concrets pour voir comment développer votre intelligence émotionnelle. Alors, c'est le moment où vous allez pouvoir prendre votre autodiagnostic, puisque l'autodiagnostic qu'on vous a proposé de télécharger et d'imprimer est un autodiagnostic issu des études de l'analyse du Dr Uwe Barron, qui est un contemporain de Daniel Goleman, et qui a été un des premiers à développer un outil de mesure du QE, du quotient émotionnel. Le Dr Uwe Barron a donc développé un outil de mesure du quotient émotionnel qui s'appelle le EQI 2.0. Ce EQI 2.0, c'est la première évaluation du quotient émotionnel qui est validée depuis 1997, qui a été remis à jour en 2011
et qui répond en effet à cette question, pourquoi certaines personnes réussissent mieux que d'autres indépendamment de leur aptitude cognitive, indépendamment de leur QI. Alors, le modèle, je vais vous le présenter, mais avant cela, je veux m'assurer que vous avez bien téléchargé, imprimé l'autodiagnostic. Et je consulte en même temps, voilà, les réponses dans le chat. Ah, il y avait un petit souci sur les slides. Zut! Bon, bah, j'espère que hop! Voilà, je vois que vous êtes en train d'imprimer. Génial. Hop! C'est bon, super, vous êtes en train, Clémence, tu pourras juste remettre tes slides, pardon, je suis désolée d'intervenir, de remettre tes slides parce qu'il y a le diagnostic que j'ai affiché, mais du coup, on voit plus les slides à côté. ah bah, d'accord, très très bien. Hop. Eh bien, pas de souci. Merci Marine, au De rien. contraire, de merci à toi de me partager qu'on ne voit plus. Est-ce qu'on est Ouais. je ne savais pas. Non, il y a Alors, pas de souci. Ouais, merci beaucoup. je t'en prie. Donc, voilà, donc normalement, là, je viens de réafficher justement l'autodiagnostic. Voilà, je vois que ça fonctionne. Magnifique. Alors, je vois dans le chat que certains n'ont pas pu télécharger le document. Alors, ce n'est pas grave. Vous allez prendre une feuille. Hop, prenez une feuille, voilà. Et vous allez noter 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez mettre 1, 2, 3, 4, 5. 5 points, pourquoi? Parce qu'il y a 5 domaines. Donc, il y a 5 grands domaines de compétences. Voilà, 5 grands domaines de compétences. 1, 2, 3, 4, 5. Il est possible d'écrire sur le PDF, en effet. Si vous savez faire ça, il suffit de noter. Vous n'êtes pas obligé d'imprimer, merci pour cette remarque. Vous n'êtes pas obligé d'imprimer. Il vous suffit en effet de cliquer en haut dans la barre et un PDF est modifiable. C'est magnifique, la technologie. Je vois que vous entraînez dans le chat. Eh bien, écoutez, c'est très appréciable, c'est très agréable. Donc, pour ceux qui n'ont pas réussi à imprimer l'autodiagnostic ou qui n'ont pas réussi à modifier l'autodiag directement sur le PDF, eh bien voilà, je vous invite à prendre une feuille blanche et à mettre 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, vous allez voir, je vais vous guider. Je vais vous guider. Donc, moi, je retourne hop, sur mes slides. Comment ça va se passer? Je vais vous présenter les 5 domaines qui sont au nombre de 5. D'accord? Donc, pour ceux qui sont sur feuille blanche, notez en face à chaque fois le nom du domaine. Je vais vous les verbaliser à l'oral. Premier domaine, la perception de soi. Premier domaine, la perception de soi. Et on va détailler ensemble ce qu'il y a dedans. D'accord? Puisque vous le voyez, en dessous de la perception de soi, il y a 3 compétences. On va y venir après. Pour l'instant, je vous invite juste à prendre connaissance et ou à noter sur votre feuille. Deuxième domaine qui en découle, l'expression individuelle. Et oui, une fois qu'on a bien développé la perception de soi, qui est aussi la conscience, une forme de conscience de soi, l'idée va être de s'exprimer. Donc, le deuxième domaine, c'est l'expression individuelle. Le troisième domaine, et oui, c'est la relation à l'autre, relation humaine. Vous voyez qu'en intelligence émotionnelle, ça commence par soi. Ça commence par soi, on affine notre connaissance de nous-mêmes, on s'exprime sur ce qui est présent en nous et on peut être en relation. Et oui, c'est dans ce sens-là, c'est vraiment très important parce que plus on apprend à se connaître et mieux on va pouvoir être en relation avec l'autre. Relation humaine et donc le troisième domaine de la compétence émotionnelle, de ce modèle EQI 2.0. Quatrième domaine, on en a parlé, Alors, on vient d'avoir une petite coupure avec Clémence. Elle va revenir tout de suite. Là, on gère Voilà, elle est en train de se reconnecter tout de suite. Elle revient.
Voilà. Bon, décidément, aujourd'hui, on a des petits soucis techniques. Donc, normalement, vous m'entendez? Voilà, j'attends confirmation. Marine, tu me dis si tout est OK? Hop. Super. Bon, Clémence, on t'entend, il n'y a pas de souci. Merveilleux. La vie est belle. Donc, on a vu ensemble les 5 compétences. Je l'espère en tout cas. Il y a peut-être une petite interruption, je ne sais pas exactement où. Maintenant, vous allez voir qu'on va rentrer dans le détail. Hop, on va rentrer donc dans le détail de ces 5 domaines de compétences de l'intelligence émotionnelle. Vous avez votre petit diagnostic. À chaque fois, vous allez voir, je vais présenter C'est pas grave. un domaine. Alors, Marine, il y a ton micro qui est resté ouvert pour info. Donc, je vais présenter à chaque fois chacun des domaines et vous allez vous mettre, eh bien, en effet, une note. Donc là, vous le voyez à l'écran. Il y a le domaine et en dessous, il y a les 3 compétences associées au domaine. Et vous allez vous mettre une note entre 1 et 4. Donc, à chaque fois, vous allez voir, je vais vous décrire, parce que vous allez me dire, mais ça correspond à quoi? Vous allez le voir, hein, je vais vous décrire. Et vous, pendant ce temps-là, donc c'est un autodiagnostic, il faut être le plus sincère possible, eh bien, vous vous mettez une note entre 1 et 4. 1, eh bien, en effet, vous vous dites, bah, je n'ai pas encore vraiment développé cette compétence. 4, la compétence, je considère qu'elle est développée. Soyez authentique et sincère et ça va fonctionner. Voilà, donc l'autodiag, l'idée, c'est à chaque fois de vous poser cette question-là et en fait, c'est de vous noter donc entre 1 et 4. Allez, c'est parti. On va démarrer tout de suite avec, eh bien, le premier domaine qui est la perception de soi. La perception de soi, il y a 3 compétences associées. L'amour-propre, qui est la capacité à s'aimer. Et oui, s'aimer, pas facile de s'aimer soi-même, hein, mais de s'aimer quelles que soient les conditions extérieures, que l'on soit en difficulté ou en réussite. Donc, développer l'amour-propre, c'est un véritable bouclier par rapport aux événements extérieurs. Développer cet amour inconditionnel de soi-même par le simple fait que nous sommes en vie. Vous voyez? Donc là, on est sur une notion qui est profonde. C'est d'ailleurs pour ça que c'est la première. La réalisation de soi, c'est la capacité à se mettre des objectifs, les atteindre, à s'épanouir dans sa vie professionnelle comme personnelle, à vraiment, voilà, finalement, être en conscience de qu'est-ce qui nous permettrait de nous épanouir. Donc ça, c'est la deuxième compétence. Hein. Maintenant, vous le savez, à chaque fois, vous donnez une note entre 1 et 4. Et la troisième compétence de ce premier domaine, c'est la conscience de soi émotionnelle. Est-ce que j'ai conscience de ce par quoi je suis traversée? Est-ce que j'ai conscience de finalement mes émotions, mes 400 émotions par jour? Est-ce que j'arrive finement à les identifier? Est-ce que j'arrive finement à les comprendre, à les conscientiser? Voilà, je vous laisse encore quelques. Oui, alors Clémence, pareil, elle revient, elle s'est déconnectée, mais elle est en ligne là dans quelques secondes, elle revient tout de suite. Bah, Merci. dis donc, c'est un petit peu contraignant tout ça. Alors, ça se déconnecte sans mon accord. Clémence, on te voit bien, on t'entend. Là, Mais je ne suis pas d'accord pour ces déconnexions. Ça a duré combien de temps la déconnexion? pas longtemps, ça a duré que quelques secondes, ne t'inquiète pas. Je ne suis pas d'accord. Je vais appeler SFR. Ça va pas du tout. Donc, pendant que ça coupe, voilà, allez, on va faire preuve d'intelligence situationnelle. Pendant que ça coupe, eh bien, ça veut dire que vous avez du temps pour vous noter, n'est-ce pas, sur votre auto-diagnostic. Donc, normalement, vous avez eu le temps de vous mettre une note sur ce premier domaine de perception de soi. Alors, vous allez le voir, à chaque fois, je vais vous poser un petit quiz avec une citation. Alors, la citation est la suivante. Personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement. Eh bien, c'est une citation d'Eleanor Roosevelt. Et je vous invite à me dire, est-ce que cette citation, eh bien,
relève de la compétence amour-propre, de la compétence réalisation de soi ou de la compétence conscience de soi émotionnelle, ou alors aucune de ces propositions. Bon, vous avez compris dans mon ton de voix qu'il y a forcément une bonne réponse, n'est-ce pas? Je n'ai pas été très, très discrète sur ce coup-là. Je vous laisse réfléchir. Et puis en même temps, je suis en train de fermer mes onglets en me disant que c'était peut-être ça qui faisait des petites coupures. Je vous laisse réfléchir et nous dire dans le chat, en effet, quelle est la bonne réponse. Et bravo, je vois les réponses dans le chat. Et oui, c'est amour-propre. Exactement. Je vous ai dit, l'amour-propre, c'est un bouclier. C'est un bouclier à quoi? À un environnement toxique. C'est un bouclier à un contexte qui, peut-être, cherche à nous dévaloriser, n'est-ce pas? Si j'ai conscience de ma valeur, si j'ai conscience finalement que je peux avoir cet amour-propre pour moi-même, même en fonction d'un environnement complexe, eh bien, c'est un bouclier absolument exceptionnel. Bravo à vous. Je vois que vous avez bien compris cette notion. Allez, on passe à l'exercice que je vous propose de faire pour développer votre amour-propre. C'est l'exercice du rétroviseur. Alors, l'exercice du rétroviseur, comment ça va se passer? En plus, là, on est en début d'année, c'est juste parfait. Ça tombe très bien de faire cet exercice-là maintenant. Vous allez prendre tout simplement une feuille, un stylo et vous allez redérouler toute votre année 2025 et vous allez redérouler toutes vos réussites de l'année qui vient de s'écouler. Donc, en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait? Donc, l'image du rétroviseur, c'est hop, je regarde dans le rétroviseur et je prends du recul et je pointe du doigt tout ce qui a fonctionné, tout ce que j'ai réussi. Une petite variante, eh bien, c'est de le faire chaque semaine et de redérouler votre semaine et de regarder toutes les victoires de la semaine. Honnêtement, ça marche hyper bien cet exercice. Pourquoi? Parce que notre cerveau a tendance à oublier tout simplement. On oublie ce qu'on a réussi, on oublie nos petites victoires. On va le voir, notre cerveau, il se concentre malheureusement souvent sur le négatif. Allez, on continue. Deuxième domaine, l'expression individuelle. Donc là, je vous invite toujours à vous noter sur chacune des compétences. La première compétence de l'expression individuelle, c'est l'expression émotionnelle. Qu'est-ce qu'une expression émotionnelle? Eh bien, je vais vous le faire. Ça consiste à dire je, suivi d'un adjectif qui qualifie notre ressenti. Je me sens contrarié. Je me sens agacé. Je me sens mal à l'aise. Vous voyez que c'est complètement différent de tu m'énerves. Tu m'énerves, tu m'agaces. Ça, c'est vraiment des choses qu'on va éviter en intelligence émotionnelle, le fameux tu qui tue. Et donc, l'expression émotionnelle, c'est votre capacité à éviter les tu qui tuent et à faire donc une expression de je me sens plus un adjectif. Donc, vous vous notez là-dessus. On continue. Dans l'expression individuelle, il y a l'affirmation de soi. C'est différent de l'expression émotionnelle. Qu'est-ce que l'affirmation de soi? C'est la capacité à affirmer ses valeurs. D'accord? L'affirmation de soi, c'est vraiment la capacité à affirmer ce qui est important pour soi. Qu'est-ce qui est important pour soi? Ce sont nos valeurs. Vous voyez que c'est encore différent de l'expression émotionnelle. Et la troisième, c'est l'indépendance. L'indépendance, c'est la capacité à rester indépendant, c'est-à-dire non influencé par les émotions des autres, par aussi nos propres émotions. Ah, j'ai envie de faire plaisir, alors je vais dire oui. Ah ouais, mais est-ce que vraiment on avait envie de dire oui? Donc l'indépendance, c'est ça. Je vous laisse vous noter et en même temps j'affiche la citation suivante. Nos vies s'achèvent le jour où nous devenons silencieux face à des réalités qui importent. Donc là, c'est Martin Luther King. À quelle compétence s'attribue cette citation? Expression émotionnelle, affirmation de soi, indépendance ou aucune de ces propositions. Je vous laisse voter. Voilà. N'hésitez pas. Hop. Ouais, super. Je vois les réponses dans le chat. Alors, la bonne réponse, c'est l'affirmation de soi.
Nos vies s'achèvent le jour où nous devenons silencieux face à des réalités qui importent. Ce qui est important pour soi, ce sont nos valeurs et l'affirmation de soi est la compétence en lien avec notre capacité à exprimer nos valeurs. Allez, on continue avec un exercice d'affirmation de soi, vous allez voir, qui est très simple et en même temps très efficace. Pour pouvoir réussir à s'affirmer, pas toujours évident. Alors, on n'est pas tous égaux sur notre intelligence émotionnelle. Moi, je fais passer des tests de quotient émotionnel. J'ai testé plus de 200 personnes. Pour certains, c'est très facile de s'affirmer. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Donc, si vous souhaitez vous affirmer, eh bien, passez par votre langage corporel. Et oui, c'est le fameux « fake it until you make it ». Et là, on va faire l'exercice de Wonder Woman Superman, qui consiste à adopter cette posture. On met les mains sur les hanches, pieds écartés à largeur de bassin, regard vers l'horizon. Alors, je ne vous dis pas de faire ça en réunion, n'est-ce pas? Mais si vous avez une prise de parole, eh bien, vous pouvez le faire juste dans les toilettes, juste avant. Pourquoi? Parce que notre corps informe notre cerveau, informe notre mental. Donc, ça va être intéressant de passer par le langage corporel. Vous m'en direz des nouvelles. On a mis des petits visuels pour illustrer tout ça. Allez, on continue avec le troisième domaine. Donc, c'est la relation humaine. Le domaine, je vais y arriver, relation. Et dedans, nous avons la relation humaine qui est la capacité à générer, entretenir sur la durée des relations mutuellement satisfaisantes. Donc, n'hésitez pas à mettre en effet une note toujours entre 1 et 4 sur votre capacité à développer des relations humaines. L'empathie, là, on est sur notre capacité à nous connecter à l'autre. Qu'est-ce que l'autre ressent? Qu'est-ce que ça lui fait quand je dis ça? Qu'est-ce qu'il pourrait ressentir dans cette situation? Ça, c'est l'empathie. Et enfin, on a la responsabilité sociale, qui est la capacité à s'intégrer dans un collectif, à avoir une action dans un collectif. C'est pas seulement l'intégration, c'est aussi comment je contribue à un collectif. Les collectifs pouvant être, bien sûr, l'entreprise, les collectifs familiaux, associatifs, tous les collectifs. Nous sommes toujours finalement en collectif ensemble. Citation, vous devez être le changement que vous voulez voir dans ce monde. Vous devez être le changement que vous voulez voir dans ce monde. Alors, ça s'attribue à quelle compétence relationnelle, empathie, responsabilité sociale ou aucune de ces propositions? Je suis en train de regarder en même temps dans le chat vos réponses. Super. Eh bien, la bonne réponse, c'est la responsabilité sociale. La responsabilité sociale, c'est en effet, si on veut voir le changement, c'est déjà de l'incarner soi-même. Et là, on est dans cette notion de contribution au collectif. Voilà, vraiment comment je m'insère dans le collectif et j'essaie de contribuer. Quoi faire pour développer cette compétence responsabilité sociale? Eh bien, ça va être de prendre une initiative. Prenez l'initiative de quoi? Eh bien, d'identifier des choses qui vous tiennent à cœur et de voir comment, finalement, en les faisant exister, vous allez contribuer plus largement. Au cœur de l'entreprise, ça peut être des projets internes, des missions transverses et bien sûr des associations, des cercles amicaux, familiaux. Voilà, tout ce qui va vous permettre vraiment de contribuer à un collectif. Et là, c'est vraiment de se dire, voilà, je vais vraiment aussi voir que cette responsabilité sociale, c'est une des clés du bonheur. Ça, il y a eu énormément d'études sur le sujet. Plus on contribue à un collectif et en fait, plus ça développe notre sensation de bonheur. Allez, on continue. Il est 45, c'est bon, on est dans les temps. Prise de décision. Prise de décision, c'est donc 4e domaine. Et là-dedans, on va avoir la résolution de problèmes. Donc, la résolution de problèmes, c'est notre capacité, en effet, à résoudre les problèmes. Je vous invite à vous noter entre 1 et 4. Résolution de problèmes, comment comment vous vous situez par rapport à ça, aux différents problèmes qui peuvent survenir. Sens des réalités.
Sens des réalités, c'est le critère d'objectivité. Est-ce que finalement, j'arrive à être connectée à la réalité? Donc ça aussi, ça fait partie de ces compétences dans ce domaine prise de décision. Et enfin, contrôle des impulsions. On l'a vu tout à l'heure, on a entre 300 et 400 émotions qui nous traversent chaque jour. Est-ce que je suis capable de prendre conscience que l'émotion est en train de m'envahir et de ne pas réagir sous le coup de l'émotion? Donc là, c'est vraiment ça, cette compétence-là. Je vous laisse vous noter entre 1 et 4. Et puis la citation. J'ai connu des moments terribles dans ma vie, dont certains se sont vraiment produits. J'ai connu des moments terribles dans ma vie, dont certains se sont vraiment produits. Alors, vous diriez que c'est quoi? Résolution de problèmes, sens de la réalité, maîtrise des impulsions ou aucune de ces propositions? Alors, je fais un petit tour dans le chat. Je vois que vous êtes en train de répondre. Super. Donc, en effet, on est sur la compétence sens des réalités. Cette citation, elle est intéressante parce que oui, on peut être enfermé dans nos pensées. Nous avons 60 000 pensées par jour. Et dans ces 60 000 pensées, il y a beaucoup de scénarios catastrophes qui n'arriveront sans doute jamais. Donc, le sens des réalités, c'est quand même aussi cette capacité à être dans le réel. Attention à ne pas s'enfermer dans nos schémas mentaux et dans nos 60 000 pensées. Alors, on a un bel exercice là que je vous propose. Vous connaissez sans doute le SWOT. Ben là, on va faire un SWOT, prise de décision, pour en effet développer son sens des réalités. Et notamment, ce qu'il faut faire, dans nos 60 000 pensées, on a plein de pensées qui, des fois, vont nous suggérer des choses. Alors, là, on a pris un exemple. Imaginons, en tant que manager, j'ai vécu des mauvaises expériences avec un collaborateur. Et finalement, je vais me dire dans ma tête, dans ces 60 000 pensées, je vais avoir une autosuggestion qui va être, vous voyez, une sorte de généralité. Ah, je suis sûre que ça va être pareil, ça va mal se passer, c'est toujours pareil, ça se passe mal. Je caricature un peu, mais vous voyez, le cerveau, il produit ce genre de pensée. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, des généralités. Donc là, je vais vous faire le petit SWOT mental qu'on peut faire. Vous allez voir, c'est très rapide. Alors, le S de force. Donc, j'entends dans ma tête cette phrase qui me dit « Ah, mais c'est toujours pareil, de toute façon, ça se passe mal avec mes collaborateurs, je suis sûre que ça va mal se passer avec celui-ci. » Et là, je fais mon S de force et je vais me dire « Ok, c'est vrai que j'ai eu des mauvaises situations par le passé. Ça me permet d'en tirer des enseignements. Ça, c'est ma force. Mon intuition, elle est activée et je vais voir si ça peut m'être utile, cette pensée de généralisation. Est-ce qu'elle va m'être utile? On ne sait pas encore. Ça, c'est le S de strength, les forces. W de faiblesse. Là, je peux être en recul de moi-même et me dire, quand même, c'est un peu une généralité ce que je viens de faire là. Je projette finalement sur cette nouvelle situation un souvenir du passé. Est-ce que c'est vraiment pertinent? Et donc là, on observe la faiblesse. Ensuite, on va sur le O de opportunité. Là, je me dis finalement, c'est peut-être l'occasion pour moi justement de revenir sur cette croyance et de me dire, tiens, ça va être, je vais avoir aujourd'hui plus de capacité à collaborer, à avoir une posture managériale peut-être plus mature, plus nuancée qu'avant. C'est peut-être une opportunité. Je ne sais pas ce qui va se passer avec ce collaborateur, c'est peut-être l'opportunité pour moi de développer ça. Et là, dans les menaces, je peux me dire, OK, si je ne prends pas ce collaborateur parce que dans ma tête, j'ai eu cette phrase, cette généralité, peut-être que je passe à côté d'un très bon profil, peut-être que je crée un climat de méfiance, de défiance dans mon équipe, peut-être que voilà, je risque de passer à côté de quelque chose. Donc, au final, vous voyez que là, le petit SWOT qu'on vient de faire, c'est très rapide et on se met en métaposition de soi-même, c'est-à-dire on prend de la hauteur. On prend de la hauteur et on se pose ces petites questions. Allez, on continue. Il nous en reste une dernière. Gestion du stress. Alors, dans cette compétence, dans ce domaine, il y a la compétence flexibilité. La flexibilité, c'est quoi? C'est la capacité à s'adapter à un contexte changeant. Est-ce que si j'ai un changement dans mon planning le matin, imaginons, je ne sais pas moi, on me cale une réunion qui fait que j'ai toute ma journée avec des réunions.
Combien de temps restons-nous contrariés par cette modification de calendrier? La flexibilité, c'est non seulement la capacité à s'adapter à la situation, mais aussi à faire en sorte que l'émotion ne vienne pas contaminer toute ma journée. Imaginons, j'ai une modification de planning le matin, est-ce que le soir, je suis encore contrariée? Si c'est le cas, c'est qu'il faut que je développe ma flexibilité, d'accord? La tolérance au stress, eh bien oui, c'est la capacité à être plus, finalement, à considérer le stress comme quelque chose de stimulant et non pas d'inhibant. Vous voyez? Parce que le stress, en fait, il est de 2 sortes. Soit il est stimulant, soit il est inhibant. Et là, on n'est pas tous égaux là-dessus, hein, on va se le dire aussi. On n'est pas tous égaux. C'est pas tout le monde qui peut travailler dans une tour de contrôle, aérienne, qui peut, travailler sur des, contextes de crise. Donc on n'est pas tous égaux et c'est OK, hein. Maintenant, c'est l'idée toujours de développer ces compétences-là et de voir comment on peut surtout faire en sorte que ça ne soit pas, justement inconfortable et désagréable, hein. C'est ça le but de l'intelligence émotionnelle, c'est aussi de développer son bien-être. Et enfin, l'optimisme, c'est la capacité à voir, en effet, le verre à moitié plein. La citation maintenant, c'est souvent dans les cieux les plus obscurs que nous voyons les étoiles les plus brillantes. Alors, savez-vous finalement à quel domaine, hein, à quelle compétence appartient cette citation? Super, je vois que vous êtes en train de voter, bravo. Et oui, vous avez trouvé. On est en effet sur la compétence optimisme. Alors, comment développer son optimisme? C'est pas facile. C'est pas facile parce qu'en effet, notre cerveau, il a un biais. C'est ce qu'on appelle le biais de négativité. D'accord? C'est quoi notre cerveau dans une logique de survie? Il va s'intéresser d'abord au négatif pour bien, nous permettre d'y prêter attention, pour mieux nous préparer. Mais le problème, c'est qu'en effet, en faisant ça, bien, on finit par voir le verre à moitié vide. Et ça finit par polluer notre vision du monde. Ça finit par polluer bien aussi notre énergie parce que finalement, si je vois tout en noir, j'ai pas l'énergie le matin de me dire allez, on y va quoi. Donc, comment développer un optimisme réaliste? Eh bien, de la même manière que notre cerveau imagine le pire scénario, bien moi je vous invite à imaginer le meilleur scénario possible. Donc, quand il y a une peur qui surgit, quand il y a un scénario, une catastrophe qui arrive, notez-le quelque part. Notez-le quelque part, puis mettez-le de côté, voire vous le notez sur un post-it et symboliquement, vous froissez le post-it et vous le mettez à la poubelle. Parce que ça veut dire que vous avez quand même donné de l'importance à cette pensée. Vous l'avez écrit quelque part et ensuite vous choisissez de dire « Ok, j'ai validé le pire scénario, c'est vrai, ça peut arriver. Néanmoins, je vais me préparer au meilleur scénario possible. » Et donc là, c'est vraiment finalement verbaliser, écrire le meilleur scénario possible, pardon, et si tout se passait bien. Donc ça permet d'entraîner notre mental à anticiper le positif avec lucidité, et puis aussi à se dire, ok, si je veux que tout se passe bien, peut-être que je veux mettre en place des actions. Il ne s'agit pas d'attendre sur son canapé que tout se passe bien sans rien faire, n'est-ce pas? Donc, je regarde. Ok, super. Je regarde les commentaires, tout se passe bien, il n'y a pas eu de déconnexion. Bon, bah c'est génial. Alors, il est 54. Il est 54. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Alors, je vais vous proposer des petits cas de figure. Donc, normalement aussi, je fais un petit arrêt sur image. Là, vous avez votre autodiagnostic qui est complètement rempli. Ça vous permet quoi? Ça vous permet de faire un état des lieux. D'accord? L'intelligence émotionnelle, je vous le dis là à l'oral, on ne se l'est pas encore dit, se développe tout au long de la vie. Alors que le quotient intellectuel serait plafonné, on va dire, à 17-18 ans. Donc, je vous le dis, on a tout intérêt à tous miser sur le quotient émotionnel, n'est-ce pas? Donc, on peut développer son quotient émotionnel toute sa vie. Ça laisse une marge de manœuvre énorme. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Donc, ensuite, je vous montre un petit cas managérial qui peut être intéressant, qui peut vous aider. Un manager dit à son collaborateur « Franchement, ta présentation était confuse. Revois tout ça pour demain. » Là, le collaborateur se ferme et devient silencieux. À votre avis, est-ce que ce feedback a été donné avec intelligence émotionnelle? Vous voyez encore plusieurs choix possibles.
A, oui, car le manager est franc et exprime clairement son besoin de performance. Non, il manque de perception de soi et d'empathie. C, oui, mais il aurait pu réguler son ton grâce à la gestion du stress. Non, il aurait dû d'abord reconnaître l'effort avant de formuler la critique. Il y a plusieurs réponses possibles. Je vois que vous êtes en train de répondre dans le chat. Donc, alors, la réponse D était quand même valable, mais néanmoins, nous, on a choisi de dire il manque de perception de soi et d'empathie. Pourquoi? Parce que sans doute que ce manager est agacé, sans doute qu'il est énervé par la situation. Et on voit que son agacement vient colorer en fait sa verbalisation. Ta présentation était confuse. Tu étais confus. Et on est presque dans un tu qui tue là. Et il manque d'empathie parce qu'en effet, finalement, s'il avait voulu un feedback vraiment efficace, il aurait fait autre chose. Allez, on vous propose un correctif. Comment faire un feedback efficace? Dans ta présentation d'aujourd'hui, certains passages étaient un peu difficiles à suivre. J'aimerais que ton message soit plus clair pour que tout le monde puisse le comprendre facilement. Pourrais-tu retravailler la structure et simplifier les idées principales pour demain? Et si tu veux un regard extérieur, je suis disponible. Cela te permettra d'avoir une présentation plus fluide, plus impactante. Alors, c'est un peu plus long, mais c'est plus efficace. D'accord? On évite quoi? On évite le tu qui tue. On dit j'aimerais. On formule avec une question dans le futur. Pourrais-tu retravailler ta structure? Et puis, on reconfirme qu'on est toujours là, présent pour la personne. Et puis, on conclut avec un cela te permettra d'avoir une présentation plus fluide et plus impactante. Donc, voilà un petit peu le cas de figure qu'on voulait vous présenter. Il est 57, je vois qu'il y a déjà des gens qui se déconnectent. Alors, j'avais prévu d'autres cas, mais bon, on va conclure là. Je vous montre juste la dernière slide. Alors, plan d'action. Avec quoi repartez-vous de ce webinaire? Dites-le nous dans le chat. Quelles compétences souhaitez-vous développer? Si vous avez envie de nous le partager dans le chat, on sera ravis. C'est peut-être un peu plus personnel, mais peut-être que vous avez eu des prises de conscience lors de ce webinaire sur « Ah bah ouais, tiens, il faut que j'arrive à développer cette compétence-là, ça va m'aider pour ça. » Et plus globalement, que souhaitez-vous développer dans votre relation à vous-même et aux autres? Que souhaitez-vous développer suite à ce webinaire? On a vu que l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment la relation à soi-même et la relation aux autres. Je regarde en même temps. Super, je vois que tout le monde est en train de se déconnecter. Alors, voilà, je vous laisse juste, si vous voulez nous contacter, eh bien, vous avez un flashcode qui s'affiche. Marion et Gwendoline seront ravis d'échanger avec vous. Si vous voulez en effet former vos collaborateurs sur l'intelligence émotionnelle, passez un test de quotient émotionnel EQI 2.0 pour savoir exactement où vous vous situez sur votre quotient émotionnel. N'hésitez pas à prendre rendez-vous dès maintenant. Moi, c'était un plaisir en tout cas de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci pour les partages, merci pour votre patience, pour les déconnexions nombreuses. Merci, voilà, je vois les messages. Le plus important à retenir, c'est qu'on peut toujours la développer. Mais oui, exactement. Exactement. Donc, si vous voulez en effet aller plus loin que l'autodiagnostic qu'on vous a proposé aujourd'hui, il y a un test de quotient émotionnel qu'on peut faire passer, qui est en effet plus complet et beaucoup plus développé. Là, on était vraiment sur un autodiagnostic. Donc, ça reste une première étape, une première marche. Si vous voulez aller plus loin, on vous invite en effet à nous contacter, à prendre rendez-vous pour voir comment on peut en effet aller plus loin sur cette notion d'intelligence émotionnelle. Merci à vous pour tous les feedbacks. Merci pour votre présence. Vous étiez en effet plus de 100 en ligne. Pour ceux qui sont en replay, merci aussi à vous d'avoir été présents. Vous aurez le support. Eh bien, merci pour tous ces retours. Voilà, il est 13h. On vous laisse encore quelques minutes et puis ensuite, on va se déconnecter. On a réussi à tenir le timing. Voilà, tout le monde est resté malgré les déconnexions. Eh bien, écoutez, c'est top. Et oui, vous aurez donc le support qui vous sera envoyé. Voilà, Marine, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on va clôturer donc ce webinaire. Il est 13h. On a tenu le timing. Très belle journée à vous. On vous souhaite une bonne exploration de toutes ces notions d'intelligence émotionnelle. On espère que vous avez
eh bien, récupérer des outils qui vont vous aider pour la suite. Voilà. Je vous dis à tout bientôt. Hop, je vois que tout le monde est en train de se déconnecter. J'ai donc arrêté le partage. Voilà. Et puis, on vous dit à très vite. Merci à vous. Merci pour tous les commentaires. Merci pour toutes les questions. Merci pour votre participation. L'intelligence émotionnelle, en effet, est d'une grande aide aujourd'hui et on espère vous avoir convaincu de cela.